journal de ce mercredi 5 novembre vous est présenté par Florent Clavel. Et au sommaire, les agriculteurs en colère, manifestation musclée aujourd'hui au Mans. Lisier contre bombes lacrymogènes, face à face tendu avec la police. En cause, le trop-plein de contrôles et de normes administratives qui empêcheraient les agriculteurs de faire jeu égal avec d'autres pays. Le skipper sartois François Engoulevent de retour en Sarthe. Après avoir chaviré dans la route du Rhum, le navigateur veut comprendre pourquoi la quille de son bateau a rompu. Un objectif, repartir au plus vite pour de prochaines courses. Et puis on terminera par la victoire des joueurs du MSB pour leur premier match de l'Euro Challenge. C'était face à Anvers hier soir. Victoire 72-66. Mon invité, Yann Loyant, porte-parole du pôle des retraités de la fonction publique dans la Sarthe. On parlera avec lui de la perte d'autonomie des personnes âgées et du rôle des aidants familiaux. Et l'on ouvre ce journal avec les agriculteurs qui manifestaient aujourd'hui un peu partout en France. Oui, Marion, en Sarthe, ils se sont rassemblés tôt ce matin devant le pôle administratif Pexan pour dénoncer le trop-plein de normes et de contrôles administratifs. Ils se sont ensuite rendus en centre-ville, devant la préfecture, où ils ont allumé un feu avant d'être dispersés par les forces de l'ordre. Mickaël Texier. Pendant une petite heure ce midi, le centre-ville du Mans a vécu sous tension. Après l'appel à la dispersion, des manifestants ont pris les forces de l'ordre pour cible. Des œufs, des sacs de lisier comme projectiles. En face, la réponse est rapide, bombes lacrymogènes en nombre. En milieu de matinée, 50 tracteurs, 150 agriculteurs s'étaient rendus à la préfecture où ils ont déversé des pneus, du fumier et de la paille avant d'y mettre le feu. La place Aristide-Briand, le point de chute d'une manifestation qui avait débuté dans le calme devant la direction des territoires au pôle administratif Pexan au Mans. Dès 6 heures ce matin, les agriculteurs y exprimaient leur malaise face aux normes, directives et autres zones nouvelles qui les étouffent, disent-ils. Chaque matin, on se lève en se demandant si on a bien fait ce qu'il fallait faire, si le bon formulaire est rempli à la bonne date, si j'ai le droit aujourd'hui de sortir mes vaches dans telle parcelle, si je peux aller déposer le fumier dans telle autre parcelle, est-ce que je suis dans toutes les zones qu'on vous a évoquées là, est-ce que je suis en ZAR, en ZAC, en ZES, en ZV1, en ZV2, enfin c'est de la folie quoi, c'est une folie complète. Surtout, les agriculteurs doivent investir pour s'adapter dans un contexte de prix bas et de concurrence internationale. Des investissements qui pèsent dans la trésorerie des exploitations. Je me suis installé en 2010, périmètre de captage prioritaire en 2012, avec des restrictions plus importantes encore que le reste. Et tout ça, c'était pas prévu. Et avec construction de bâtiments qu'il a fallu faire et qui coûte cher aujourd'hui sur notre trésorerie. Au tout début de mon installation, j'arrivais à en vivre correctement et d'année en année ça se dégrade. Aujourd'hui j'en suis arrivé à, depuis 6 mois, je ne prélève plus rien sur ma ferme. Je vis grâce au salaire de ma femme. 2 feux de paille et de pneus ont été allumés devant le pôle administratif. Retour au calme en centre-ville du Mans en début d'après-midi. Et puis c'est presque devenu une tradition. Les agriculteurs se sont ensuite arrêtés au Leclerc des Fontenelles au Mans pour contrôler l'origine de la viande. Économie, des avancées dans les négociations entre salariés et direction de gastronomes à Luché-Pringé. Le site de Luché-Pringé, spécialisé dans la volaille, doit fermer en juin 2015. 165 salariés sont concernés. Après des débuts difficiles, le dialogue est renoué entre les deux parties. L'enveloppe formation passe de 600 € à 5000 € pour les salariés ne souhaitant pas être reclassés en interne. Avancée également sur la double résidence, mais aussi sur la prime supralégale. Elle passe de 8 000 à 11 000 €. Mais là, on est loin de ce que réclament les salariés, à savoir 50 000 €. Prochaine négociation le 17 novembre. Justice, 7 ans requis pour trafic de drogue et proxénétisme. Oui Marion, Patrice M, 54 ans, était jugé depuis hier avec 11 autres personnes impliquées à des degrés moindres. Cet ouvrier travaillant chez Renault est soupçonné d'avoir organisé un vaste trafic de drogue autour de Château-du-Loir entre 2012 et 2013. L'homme aurait également mis en place un réseau de proxénétisme dans 2 appartements du Mans. Patrice M avait accumulé un confortable patrimoine immobilier à hauteur de 400 000 €. Le jugement est attendu sous peu. Le skipper François Engoulevent est de retour au pays après son abandon dans la route du Rhum. Le Sartois avait chaviré dans la nuit de dimanche à lundi. La quille de son bateau s'était brisée. Lors d'une conférence de presse aujourd'hui, le rescapé est revenu sur ses premières heures de course mouvementée. Pas de quoi l'anéantir non plus. Le navigateur espère repartir en mer dès l'été prochain. Lucille Cantet.
Souriant mais déçu, François Engoulevent est de retour. Celui qui espérait terminer la route du Rhum en 17 jours raconte comment il a chaviré la première nuit. Jamais le skipper n'a douté, attaché à son bateau en attendant les secours. Tel qu'il est là, il ne peut pas couler. Il peut peut-être s'enfoncer un petit peu plus, mais j'étais convaincu qu'il ne pourrait pas couler. Donc, à moi d'être patient, parce que finalement, je ne sais pas comment dire ça, je veux dire, c'est pas si pire que ça, dans le sens où je ne suis pas trop loin de la côte, j'ai une balise qui émet. J'étais complètement optimiste en disant il n'y a qu'à être patient. 2 heures après l'incident, il est élitreillé et emmené à l'hôpital de Brest. Dans la même nuit, le même bateau, celui du skipper Marc Lepesqueux, casse sa quille lui aussi. Cette quille était une innovation. Alors, pour François Engoulevent, il va falloir comprendre ce qui s'est passé, d'où vient la défaillance, pour pouvoir continuer son projet industriel. Et puis l'objectif, c'est de montrer ce qui a été entreaperçu pendant les quelques heures de course, c'est-à-dire que ce bateau il a réellement un super potentiel et on peut vraiment faire sur le plan sportif des beaux résultats avec, ce qui veut dire que sur le plan industriel, on peut vraiment vendre quelques exemplaires à des coureurs qui ont envie de montrer leur potentiel. Et pour montrer à tous que son bateau est performant, il faudra d'abord le réparer pour un coût estimé à 200 000 €. Le skipper reprendra ensuite le large sûrement l'été prochain pour la course Les Sables, Horta-les Sables, qui relie la Vendée aux Açores. On parle de la perte d'autonomie des personnes âgées et du rôle des aidants familiaux avec notre invité. Yann Loyant, bonsoir. Vous êtes porte-parole du pôle des retraités de la fonction publique en Sarthe. Vous regroupez 5 associations, ça fait à peu près 1600 adhérents. Avant de parler de votre actualité, qu'est-ce qu'on entend par perte d'autonomie? Elle est aussi bien psychique que physique? Oui, on considère que quelqu'un est en perte d'autonomie à partir du moment où il a besoin pour les gestes quotidiens de sa vie d'une personne, d'un aidant, à temps complet, on va dire pratiquement. Donc une perte d'autonomie psychique, c'est quoi par exemple? C'est être complètement désorienté. C'est par exemple se relever en plein milieu de nuit, c'est un exemple que j'ai connu il n'y a pas tellement longtemps, et puis vouloir partir. Donc l'aidant qui est à côté ne dort pas, se fatigue très très vite, je dirais même qu'il s'use. D'où la problématique. Justement, vendredi, ce vendredi, vous organisez, salle de Loiselier Romans, une réunion débat sur les aidants familiaux. En gros, c'est les proches et les conjoints qui accompagnent ces personnes en perte d'autonomie. C'est quoi le quotidien d'un aidant familial? Eh bien, ça commence par au lever. La personne a besoin qu'on l'habille souvent, la toilette, le petit déjeuner, lui rappeler les éléments de sa vie, le prénom de ses enfants, où est-ce qu'elle habite, qu'est-ce qu'on fait, des fois lui réapprendre à lire, essayer de maintenir un niveau de lecture. Ça peut être aussi de l'accompagner parce que l'équilibre n'est plus là, jusqu'aux toilettes. Enfin, c'est de la surveillance et de l'aide constante. D'où la fatigue. On considère, si je vais vous donner un seul chiffre ce soir. La fatigue de l'aidant familial. Oui, on considère qu'un aidant familial, aidant proche, aidant naturel, appelons-le comme on veut, c'est 157 heures mensuelles. 157 heures mensuelles. Ce qui fait que si on devait mettre un professionnel de santé ou médico-social, ça représenterait un coût de 3 000 € mensuels. Et donc ils sont dans une extrême fragilité, ces aidants, parfois peut-être même plus que ceux qui sont en perte d'autonomie? Tout à fait, parce que on voit la dégradation du conjoint ou de l'ascendant, et il y a l'affect qui joue aussi, qui est en prise directe. Ce qui fait que l'aidant ne veut pas lâcher prise, même si on lui met de l'aide, et heureusement qu'il en a, parce qu'il ne tiendrait pas. Il ne va pas vouloir profiter des moments où il pourrait se reposer, parce qu'il a l'impression d'abandonner son poste, d'abandonner le conjoint en particulier. Alors vendredi, vous allez aborder des solutions. Quelles sont les pistes aujourd'hui? Alors les pistes, elles ont été données par une association qui s'est beaucoup penchée sur ce problème-là, qui est l'association France Alzheimer, qui est beaucoup plus pointue que nous, gens de la fonction publique, on va dire, mais qui sommes confrontés au problème, et qui a publié un manifeste en 7 points. Dont le droit au répit, c'est ça? Dont le droit au répit. Qu'est-ce que c'est? Alors le droit au répit, c'est mettre en place d'abord une reconnaissance officielle de l'aidant. À partir de ce moment-là, on peut, lorsque l'aidant devient très fragile ou qu'il le demande, mettre la personne malade en accueil temporaire ou en accueil de jour simplement,
pour 2 ou 3 heures. Et pendant ce temps-là, l'aidant va se reposer, va au cinéma, se change un peu les idées. Et ça peut aller, je vous dis, d'un repos de 3 heures jusqu'à un séjour carrément au bord de la mer parce qu'il y a besoin de faire un break et de se ressourcer. Et ça ne va être possible qu'à partir du moment où l'aidant va être reconnu avec un statut de prise en compte de la maladie du conjoint ou de l'ascendant. Alors merci Yann Loyan, excusez-moi, le temps file. Oui. Je rappelle que vous êtes porte-parole des retraités de la fonction publique en Sarthe. Oui. La date de la réunion débat sur la perte d'autonomie et les aidants familiaux, c'est ce vendredi. Vendredi après-midi. Salle de l'Oiselière, à 14h30. À 14h30, avec des invités, en particulier des gens du Conseil général, des gens du CODERPA, qui seront là pour entendre un peu ce que l'on demande, nous, sur le terrain. Merci à vous. Et qu'on se fasse connaître en tant que pôle des retraités. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir ouvert l'antenne. On passe au sport avec le MSB qui a réussi sa rentrée des classes sur la scène européenne. Les Manceaux ont battu Anvers ce mardi lors de la première journée de l'Euro Challenge. Victoire 72-66. Le résumé de cette rencontre avec Yannick Morfin et Amoun Chamsoudine. Objectif des Manceaux pour ce premier match d'Euro Challenge, vaincre qui plus est à domicile et face à l'un des favoris de cette poule, Anvers. Des Belges qui participent pour la 6e fois consécutive à cette compétition européenne. Quart de finaliste en 2010, ils ont à 5 reprises participé à la seconde phase. Adroit à 3 points avec 4 réussites sur 6 tentatives, les Belges remportent le premier quart-temps, 22-18. Malgré cela, les hommes d'Herman Kunter semblent disciplinés sur le parquet, à l'affût de la moindre balle de contre. Et cela porte ses fruits. Le MSB bascule en tête à la 16e minute. Dominateur en plus au rebond, les Manceaux infligent un sévère 21-7 à leurs adversaires et regagnent les vestiaires avec 10 points d'avance, 39-29. On a commencé le match très agressif et très contrôlé. Le deuxième quart-temps, on a mal joué parce qu'on a seulement 7 points. Et c'est là que Le Mans a contrôlé le rebond et a joué très bien en défensif. Le retour sur le parquet est des plus difficiles pour le MSB. Incapable de scorer durant plus de 4 minutes, les Manceaux permettent à leurs adversaires de revenir dans la partie 39-38. Le ballon ne circule pas, tout le monde garde le ballon. On a essayé presque toutes les solutions. Hein. On a essayé avec 3 petits, 2, 1 petit, un autre. On a essayé toutes les situations possibles. Avec 5 points d'avance à la bord de la dernière période, les Belges ne lâchent plus rien. Ils accentuent même l'écart, plus 9 à 4 minutes du terme de la rencontre. Sous l'impulsion d'Ignerski, les Manceaux réagissent et reprennent la tête. 64-63, il reste 1 minute 30 à jouer. Les Belges s'énervent et copent d'une anti-sportive. Le MSB en profite et s'impose au final 72-66. Samedi, retour au championnat avec la réception de Strasbourg, le co-leader de la Pro A. Et puis on termine par cette info pratique. Les services de la préfecture et des sous-préfectures seront exceptionnellement fermés lundi prochain, veille du 11 novembre. Vous pouvez tout de même effectuer un certain nombre de démarches sur Internet. Plus d'informations sur sarthe.gouv.fr. Merci Florent, c'est la fin de ce journal, mais restez avec nous après la météo et une page de pub. Nous retrouvons l'actualité vue par les médias.